Et le réseau Marco Polo, Alors, le réseau de quoi Marco Polo- s'agissait-il? Eh bien, le réseau Marco Polo a été créé par le commandant Pierre Sotteville, venu de Londres, envoyé par le général de Gaulle, et il m'a tiré une épine du pied. J'avais monté moi-même une organisation, seulement les membres de cette organisation auraient beaucoup préféré envoyer les renseignements à un service français plutôt que comme je le faisais à l'intelligence service. De sorte que le commandant Sotteville a été le bienvenu. J'ai passé tous mes formateurs au réseau Marco Polo et nous avons réussi un certain nombre de très bonnes choses, dont la distribution de la base allemande de Peenemünde dans la Baltique. Churchill explique sur 3 pages de ses mémoires que c'est ça qui a rendu possible le débarquement du 6 juin 1944. C'est ça, c'est grâce à vous que dans la nuit du 17 au 18 juillet, c'est bien ça, 1943, fut bombardée la base de Peenemünde, qui était la base de recherche et de fabrication des fusées allemandes V2. Comment il était possible, à un moment donné, de déterminer que ces V2 étaient fabriqués à... Eh bien, il y a eu au commencement, ce qui est rare dans les services secrets, une déduction logique de ma part. J'avais appris que les Allemands avaient augmenté prodigieusement leur production d'air liquide, notamment qu'en France, le traître Georges Claude, qui dirigeait les usines de l'air liquide, avait envoyé de très grandes installations pour en faire. Bon, il n'y a pas tellement d'applications de l'air liquide. La première qui vient à l'esprit, c'était de congeler la Manche pour pouvoir passer directement, ce qui n'était pas une absurdité du tout. Mais il y en avait d'autres. Une autre application, c'était celle des grandes fusées. Alors, j'ai donc envoyé un certain nombre d'agents sur la question. J'avais à ce moment-là un réseau qui couvrait l'Europe de la Suède aux Baléares. Et j'ai fini assez rapidement pour repérer Peenemünde. Ensuite, la grande difficulté était de persuader les Alliés que ça existait. Ça a été très dur. Mais j'y suis tout de même arrivé et j'ai obtenu ce bombardement. Pourquoi c'était difficile de les persuader de l'existence de Peenemünde? Parce qu'ils ne croyaient absolument pas qu'une fusée puisse aller de Calais à Londres. Qui était au fond votre patron, là? Il n'y en avait pas. J'avais créé une organisation, je conservais la direction, j'avais pris comme canal de renseignement les Français avec le réseau Marco Polo, mais je n'ai jamais accepté d'ordre de qui que ce soit. Enfin, il vous fallait quand même un appui logistique, vous fallait de l'argent, qui vous le fournissait? L'intelligence service. Donc vous étiez plus ou moins lié aux Anglais? J'étais très lié aux Anglais, c'était eux qui me fournissaient des armes, c'est eux qui me fournissaient les postes de radio, c'est eux qui me fournissaient l'argent. Pour la petite histoire, j'ai organisé tout ça à Genève en 1942. Et avant de l'organiser, je suis allé trouver les services de contre-espionnage suisses et je leur ai expliqué jour par jour et minute par minute mon emploi de temps en précisant bien qu'il n'y avait là-dedans aucune activité anti-suisse et j'ai obtenu leur autorisation. Après quoi, j'ai vu les Anglais, mais pas avant. Sans ça, ça aurait été 20 ans de forteresse, car les services de contre-espionnage suisses sont très efficaces. Vous avez obtenu l'autorisation de quoi? De pouvoir travailler en Suisse? Non, de pouvoir venir 2 fois en restant pas plus de 3 jours à chaque fois et en précisant mon emploi de temps jour par jour, minute par minute. Et pourquoi deviez-vous aller en Suisse? Eh bien, parce qu'il n'y avait pas de consulat anglais en France, figurez-vous. Au moment de la libération, vous n'avez pas tout de suite quitté le camp de Mauthausen? Oui, j'avais énormément de choses à faire. Mais c'était lié à votre action clandestine? Non. Non, c'était simplement lié au fait qu'étant, si vous voulez, les pères moraux des Européens occidentaux à Mauthausen, beaucoup d'eux, avant de mourir, voulaient que je transmette un certain nombre de messages et qu'il fallait le temps pour recueillir ce message. Et de ce réseau que vous aviez créé, ou
auquel vous aviez participé à Mauthausen. Est-ce qu'il en est resté quelque chose après coup? Ah oui, il me restait de très bonnes relations et un certain prestige dans les pays de l'Est. Trop, je pense, en ce sens qu'ils ont fait sur moi un film qui dure 4 heures, ce qui est le seul cas d'un film de cette dimension sur un don communiste. J'entends, lorsque je parle de survivance de ce réseau, je pense à une action qui se serait poursuivie. Non, puisque nous étions libérés, nous n'avions donc pas d'autre but. Maintenant, les contacts divers que s'ajoutant à mes contacts en Europe ont été très utiles lorsque j'ai fondé la DGR. C'est ça. Alors nous, si non, c'était en 1945, n'est-ce pas? C'était en 1945. Oui. La DGR a eu tout de suite justement une mauvaise réputation, car quelqu'un a interprété ces sigles comme désir général d'évincer les réseaux. Alors que cela signifiait, c'était en fait le service secret d'espionnage. Oui, c'était Direction générale des études et des recherches, c'était le service d'espionnage extérieur. Et c'est à vous que cette tâche a été confiée? C'est à moi que cette tâche a été confiée, enfin, ce n'est pas trop mauvais comme résultat. J'ai surtout cherché à enseigner la règle fondamentale de tout travail secret, qui est ne jamais travailler avec les Américains. Pourquoi? Parce qu'on a les pires embêtements. Ce sont des grands enfants et on ne peut avoir avec eux que les embêtements les plus épouvantables. J'ai essayé d'enseigner un certain nombre d'autres règles et au fond, on a un système qui n'est pas trop mauvais. Et c'est le général de Gaulle qui vous avait confié cette mission? Directement. Et vous êtes resté là combien de temps? Je suis resté là jusqu'à 50 à peu près. Et pourquoi vous avez quitté? Parce que le travail était fait. Vous prétendez avoir empêché la France de basculer dans le camp communiste en 1946. C'est exact. À ce moment-là, les Russes ne voulaient pas donner des armes aux communistes, les Américains ne voulaient pas donner des armes, enfin, aux Français de droite. Et il y avait des dépôts considérables d'armes cachés par les Polonais, par l'armée polonaise avant de partir, et celui qui les aurait pris, eh bien, aurait pu réaliser un coup d'État. Eh bien, c'est moi qui les ai trouvés et qui les a remis au gouvernement légal, qui n'était plus de Gaulle à ce moment-là. Je crois que c'était Laniel ou quelque chose comme ça. Et vous, personnellement, cela vous aurait gêné que la France devienne communiste? Ça ne m'aurait pas gêné, seulement il ne serait pas devenu communiste. Il y aurait eu une guerre atomique immédiatement et les Américains l'auraient atomisé totalement. Jacques Berger, vous dites beaucoup de mal des Américains, mais vous avez eu vous-même un matricule OSS. Exactement. Vous avez donc été un peu agent américain? Certainement. À vrai dire, je me suis occupé très vite du CIOS, qui était un service combiné entre alliés anglais, français, américains, ce qui m'a valu d'être le parrain de James Bond. Un des officiers qui travaillait pour moi était un major anglais de marine, le commandant Ian Fleming. Et il avait un tel fond d'histoire que je lui ai dit, Ian, vous devriez écrire non pas vos mémoires, tout le monde va écrire ses mémoires, écrivez des romans contemporains. C'est ce qu'il a fait, ce qui fait que je suis le parrain de James Bond. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec l'organisation qui a succédé à l'OSS, c'est-à-dire avec la CIA? Oui, oui, mais il est impossible de travailler avec eux, et même sur le plan de simples contacts, on risque d'avoir les pires ennuis. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants absolument ignorants des services secrets, travaillant extrêmement mal et faisant des gaffes absolument épouvantables. Et vous ne leur avez pas là donné quelques bonnes leçons? Ça n'a servi à rien.
Au fond, l'activité d'agent secret a toujours exercé sur vous un attrait particulier. Pas spécialement, mais enfin tout de même, disons, je suis très myope, très maladroit de mes mains, dans un maquis où chez les partisans je n'aurais pas fait long feu. Là, j'ai tout de même réussi à pas mal nuire à Hitler. Et après coup, à qui? Après coup, bah, je ne sais pas trop à qui. L'activité du service secret français tourna un peu en rond. Mais enfin, il n'est pas inutile que la France ait un service secret. La difficulté, c'est que autant De Gaulle avait compris, autant son successeur Pompidou croyait que c'était un jeu de gendarmes et de voleurs et ne nous prenait pas au sérieux. Alors que le général de Gaulle prenait au sérieux les services secrets. Oui. Et aujourd'hui, vous avez rompu tout lien avec les services secrets? Non, je continue à donner quelques conseils quand c'est utile. Ils viennent vous solliciter? Non, j'ai des réunions périodiques. Vous faites partie d'une sorte de brain trust? Oh, brain trust, c'est beaucoup dire vu que je suis seul, mais enfin, j'ai des réunions périodiques. Et puis, il m'arrive tout de même assez souvent d'avoir des renseignements utiles. Par quel biais est-ce que vous pouvez avoir des renseignements? Simplement en lisant. Ça suffit? Ça ne suffit pas, mais si vous voulez, on a des bouts de pistes, des commencements de pistes en lisant, et ensuite, il faut évidemment continuer. Et qu'est-ce qu'il faut lire? Les journaux quotidiens, simplement. Est-ce que les services secrets sont aujourd'hui plus puissants ou moins puissants? Plus puissants. Ils sont en train de plus en plus de se substituer au gouvernement. Mais en particulier en Amérique, pour la CIA, on a trouvé les termes très justes de gouvernement invisible. Quelles sont leurs armes? Par quel chemin parviennent-ils ainsi à acquérir une puissance supragouvernementale? Parce que les savoirs, c'est le pouvoir. C'est uniquement parce qu'ils savent. C'est uniquement parce qu'ils savent. Alors comment parvient-on à devenir président des États-Unis, à rester au pouvoir, si on n'a pas l'appui des services secrets? Le président est un fantoche. Ce qui gouverne les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le groupe 54-12. Lisez là-dessus les livres de Willis, le gouvernement invisible. C'est quoi le groupe 54-12? C'est un groupe qui a été fondé en décembre 54. De là les titres. Ce sont un certain nombre de hauts fonctionnaires, une trentaine de personnes qui gouvernent les États-Unis. Ce sont eux en particulier qui négocient en ce moment avec leur équivalent en URSS pour une fusion, un condominium russo-américain. C'est le sujet de mon prochain livre qui va paraître en septembre, La grande conspiration russo-américaine. Le condominium russo-américain va être la première unité politique s'étendant au-delà de la planète Terre dans le système solaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il aura des satellites dans le système solaire produisant l'énergie et la fournissant gratuitement sur Terre. Il aura dans le système solaire des sources de matières premières. Ce sera, disons, le premier empire, je ne dirais pas interplanétaire parce que ça n'ira pas jusqu'à planète, mais le premier empire se basant sur le système solaire et la première unité politique sortant des frontières terrestres. En juillet dernier, juillet 77, un avion Galaxy C5, c'est le plus grand avion du monde, s'est posé à Moscou. Alors, il a porté une machine à produire l'énergie thermonucléaire qui a été construite par les Américains, qui étaient les plus avancés du monde. Et qu'est-ce qu'on a fait? On l'a envoyé immédiatement aux Russes pour qu'ils puissent copier. Mais dis donc, c'est une vision d'un rapprochement russo-américain que rien à l'heure actuelle ne semble indiquer. Si, tout l'indique. La meilleure preuve, c'est que j'ai pu consacrer un livre épais. Il ne faut pas juger par ce que font des fantoches comme Carter ou Brezhnev. Il faut juger sur les faits vrais. Alors, un des plus récents de ces livres est consacré à la Troisième Guerre mondiale. Celle-ci, dites-vous, a déjà commencé. Exactement.
Reconnaissons que l'homme de la rue ne s'en est pas nécessairement aperçu. Oh, écoutez, l'affaire Aldo Moro, l'affaire Schleyer, tout de même, même l'homme de la rue en a entendu parler, non? C'est ça la Troisième Guerre mondiale. C'est ça la Troisième Guerre mondiale. Et c'est ça que j'avais prévu très exactement dans mon livre. C'est juste. En quoi est-ce que ce terrorisme, celui donc des Brigades Rouges, celui de l'ex-bande Abadère, est-il différent du terrorisme qu'ont pratiqué, par exemple, les Israélites, le groupe Stern en Palestine? Il est différent par le fait que c'est un des deux terrorismes, l'autre étant celui des protestants irlandais, qui est un terrorisme de riches. Ils ont des moyens financiers pratiquement illimités et par conséquent, ils ont du matériel qu'on ne pouvait pas avoir. J'ai eu ces jours-ci par Scotland Yard le manuel qui est distribué aux terroristes irlandais à Belfast en particulier. Alors là, réellement, du terrorisme de riches. Par exemple, pour fabriquer un explosif, ils disent qu'il faut prendre d'abord 1 kilo de bacon et que le fondre et nitrer la graisse obtenue. Eh bien, si j'avais eu pendant la clandestinité 1 kilo de bacon, je n'aurais pas fait des explosifs avec. Vous l'auriez mangé. Exactement. C'est réellement le terrorisme des riches, qui est très différent du terrorisme des pauvres. Le même manuel explique comment on fait une mitraillette. Il faut d'abord acheter une caméra de télévision, une caméra de cinéma qui doit valoir, je ne sais pas, 15 ou 20 000 francs suisses, pour commencer. C'est le terrorisme du riche. Et dans son essence, est-ce que ce terrorisme-là est véritablement différent du terrorisme du pauvre? Oui. Voilà, l'argent et les moyens changent tout. De plus, les Israéliens, par exemple, ou d'autres, n'avaient pas de camp d'entraînement. Ce terrorisme avait 2 camps d'entraînement très importants à Benghazi et à Ostrava. Depuis que mon livre est paru, Ostrava d'ailleurs a été fermé par suite des circonstances assez étonnantes. Ils instruisaient les gens sur la façon de détourner les avions. Alors les gens, ainsi instruits, se sont mis à détourner des avions tchèques et à choisir la liberté. Ils ont ainsi détourné 4 avions tchèques au début de cette année, et puis on a fermé Ostrava. D'après vous, il y a un complot international? Oui, il y a un complot international comprenant 3 variétés de gens travaillant ensemble. Premièrement, des faucons du KGB, du service secret soviétique, non pas le gouvernement soviétique, mais une branche du service secret que le gouvernement ne contrôle pas et qui agissent par ambition. S'ils arrivent à provoquer un tel désordre en Europe que l'armée soviétique soit obligée d'occuper l'Europe, ce sera beaucoup d'autres postes de gouvernement et de contrôle pour eux. Bon. Ensuite, il y a un certain nombre de gens du tiers-monde qui pensent que le néocolonialisme européen est pire que l'ancien colonialisme européen et qui ne peut être arrêté qu'en détruisant l'Europe. Et enfin, il y a un certain nombre d'Européens qui sont dégoûtés d'Europe, qui sont dégoûtés de leur système social, comme les collaborateurs français étaient dégoûtés de la démocratie. Et ça fait donc un 3e élément. Tout cela fait une organisation que j'ai appelée, pour simplifier, interterror, qui s'appelle certainement pas interterror, de même que l'Orchestre Rouge a été désigné comme tel par la Gestapo et que son vrai nom était Organisation Spéciale 1. C'est ça. Mais les meneurs de jeu, ce sont Cuba et l'Union soviétique, d'après ce que vous écrivez? Ce sont Cuba et l'Union soviétique. Pourquoi Cuba? Eh bien, parce que l'Intercontinental, l'organisme qui a été à la base d'Interterror, a été fondé, a fonctionné à Cuba. Lors de la conférence tricontinentale, écrivez-vous, de 1966. C'est ça. Mais vous avez des preuves pour affirmer cela? Bien entendu. Cette conférence est éditée en journal qu'on peut avoir, qui s'appelait Tricontinental.
qui a été interdit en France, mais qui n'a pas été interdit en Suisse, qu'on peut avoir dans des bibliothèques, dans son édition française, tout à fait facilement. Et à la tête de ce mouvement interterror, il y a un état-major? Il y a un état-major. Et dans cet état-major, qui trouve-t-on? Des gens du tiers-monde, des soviétiques, des Cubains et un certain nombre d'Européens. Et il y a un patron? Non, il n'y a pas un patron, ça c'est du romantisme, il y a un comité. On a parlé de Carlos, du fameux Carlos. Ah non, ça c'est du folklore. C'est du folklore, Carlos. C'est du folklore. Il y a évidemment un certain nombre de gens de ces gens, mais c'est du folklore. Il y a un comité sérieux, bien organisé et avec des moyens pratiquement illimités. Et cet état-major, ce comité, siège quelque part? Il siège à Benghazi. La Libye joue un grand rôle, là. La Libye joue un grand rôle. Et les troupes, elles sont nombreuses? Il est assez difficile de les dire. Je les fixerai à quelque chose comme 60 000. C'est énorme. C'est pas tellement énorme quand on pense à la population du tiers-monde, au nombre de mécontents en Europe et à la population de l'Union soviétique et des pays socialistes. Mais enfin, tout de même... Et dans ces bases, on s'entraîne à quoi? À détourner des avions et puis... À détourner des avions, à poser des explosifs et surtout à préparer des révolutions. Ce mouvement interterror, Jacques Bergier, a une stratégie, j'imagine. Il a une stratégie dont le but général est de provoquer une telle dislocation en Europe que l'URSS et les pays socialistes ne puissent pas la tolérer et qu'ils soient obligés d'occuper. Pourquoi est-ce que l'URSS ne pourrait pas tolérer un déséquilibre et une certaine anarchie en Europe? Elle ne peut pas la tolérer parce que ça se propagerait chez elle. En fait, ce qui s'est passé et que Interterror n'a pas prévu, c'est que le gouvernement de l'URSS et par suite le gouvernement des pays socialistes alliés ont commencé à agir contre Interterror et la Bulgarie, par exemple, vient de livrer des personnages importants de l'Interterror aux Allemands. Pourquoi? Pourquoi ce... Parce que cette anarchie se propagerait chez eux et qu'elle serait beaucoup plus difficile à contrôler. Alors, d'un côté, vous avez des Russes qui travaillent avec le mouvement interterror, et de l'autre, vous en avez qui travaillent contre ce mouvement. C'est ça. Il y a la Russie clandestine et la Russie officielle. Non, il y a la Russie officielle qui ne contrôle pas entièrement ses services secrets. Enfin, c'est le cas d'un peu tous les services secrets, non? C'est le cas général. Alors, le mouvement interterror... Alors, attention, oui. Les Russes se souviennent de la vague de terrorisme qu'il y avait eu chez eux entre 1950 et 1954, qui fut extrêmement grave. Dans les rues de Kiev, dans les rues de Kharkov, on abattait des communistes. Ils pensent qu'un mouvement de ce genre, s'il se propageait chez eux, serait d'une gravité totale. D'ailleurs, ils viennent d'avoir un coup très dur en Azerbaïdjan, où les ministres de l'Intérieur, les chefs de la police politique KGB et les chefs du service d'enseignement militaire GRU ont été abattus la semaine dernière. Donc, ils ont des raisons de craindre quelque chose. Mais le mouvement interterror, si je vous ai bien compris, est dirigé essentiellement contre l'Europe occidentale. Exactement. Il est dirigé par des gens qui pensent que le néocolonialisme ne pourra être détruit qu'avec l'Europe occidentale et qu'elle est facile à détruire. Plus facile que les États-Unis. Ah, les États-Unis, c'est pratiquement impossible. Oui, bon, enfin, tant que les États-Unis restent, ce qu'on appelle le néocolonialisme continuera de prospérer, non? En Amérique du Sud, mais pas en Afrique. Ils sont pratiquement inactifs. Si je vous ai également bien compris, Jacques Bergier, mai 68 participait de ce plan général de renversement de l'Occident. Exactement. Et ça a été un succès remarquable. C'était réellement très brillant. Un succès, vous trouvez? Ah oui, tout de même.
Désorganisé, en particulier un grand pays comme la France, eh bien, c'est tout de même très remarquable. Oui, mais enfin, c'était un feu de paille, ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, d'accord, mais enfin, ça aurait pu. Et c'est tout à fait remarquable. Il y aura d'autres choses de ce genre mieux organisées, mais enfin, c'est un succès remarquable. Et c'est réellement une nouvelle forme de guerre. La France a subi plus de dommages que pendant 8 jours d'une guerre normale, et ceci réellement avec tellement peu de moyens, c'est très remarquable. Enfin, ce qui est aussi remarquable, c'est qu'il y a eu pour une guerre très peu de monde pendant cette semaine-là. Très peu de morts pendant cette semaine-là. Oui, mais une guerre, ce ne sont pas nécessairement des morts. Enfin, la théorie que vous développez là ne correspond guère à toutes les publications qu'on a pu lire sur mai 68 qui parlaient plutôt d'un mouvement spontané. Oui, ces publications négligent simplement un fait élémentaire, c'est que les centres maoïstes de Bruxelles fournissaient un mouvement 1 milliard de francs par jour. À part ça, c'était spontané. C'est quoi ce centre maoïste de Bruxelles? Eh bien, c'était une boutique de l'interterror. Et ce sont les Chinois qui auraient alors financé mai 68? Non, ce n'est pas des Chinois. Être maoïste, ce n'est pas être chinois. Et je dirais même qu'il n'y a pas de Chinois maoïstes. Enfin, on n'a jamais eu le sentiment que mai 68 eut comme base des assises financières aussi luxueuses que celles que vous dites. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, ça comme... Qu'est-ce qu'on aurait fait de cet argent? Beaucoup propagande, entretien des gens, achat d'armes, organisation de cellules. Lisez là-dessus les livres récents de Raymond Marcelin. Et Cohn-Bendit, alors, ce serait comme ça un agent de l'interterror? C'est beaucoup dire un agent, disons, dans chaque opération de ce genre, on attire également des imbéciles.